sujet qui revient de plus en plus souvent à nos oreilles. Et c'est tant mieux. Ce n'a pas toujours été le cas. Petite piqûre de rappel, le droit de vote n'a été accordé qu'aux femmes françaises qu'en 1944. Et il existe encore des femmes dans le monde à qui ce droit est refusé. Hier, c'était la journée internationale de la femme. Et bien le concept même est révélateur de l'inégalité persistante entre hommes et femmes. En effet, quel serait l'intérêt de faire une journée spéciale pour quelque chose qui, dans une société égalitaire, se ferait tous les jours? Il reste donc assez de choses à faire pour atteindre cet objectif. Donc assez pour faire une journée internationale. Il s'agit d'un vaste sujet. Et en une dizaine de minutes, je me sens obligée de restreindre l'étendue de mon speech. En effet, je vais rester concentrée sur la situation actuelle entre les hommes et les femmes, telle qu'elle est en France. Alors juste pour voir, moi qui suis en S, quand il y a une égalité, on peut changer les deux termes sans que ça change rien. Bon, alors, est-ce que la femme est-elle l'égale de l'homme? C'est le titre de discussion d'aujourd'hui. Est-ce que l'homme est-il l'égal de la femme? Ça sonne moins bien. Donc il y a un problème. Et on va chercher ensemble dans différents domaines. Donc existe-t-il une différence purement physique entre les hommes et les femmes? Pour moi, c'est évident que oui, et il me semble que la vraie question est ailleurs. Il a été prouvé scientifiquement qu'au niveau de l'intelligence, les cerveaux des hommes et des femmes sont égaux. L'égalité entre eux. Ça se fait. Légalement, honnêtement, je pense que oui, mais pour les sceptiques, je vais vous dérouler ma liste d'exemples. Attention, c'est hyper ennuyeux, alors m'écoutez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, en 1944, le droit de vote aux femmes. En 1972, une première loi du salaire. En 1983, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle. En 2001, la loi Génisson sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En 2006, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, encore une fois. Depuis 2008, dans la Constitution, il est écrit que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Plus récemment, le gouvernement d'Hollande a créé une loi dite pour l'égalité réelle, qui a mis en place des mesures concrètes pour cette égalité. Donc, légalement, ça va. Il n'y a maintenant plus de différence au niveau de l'éducation, puisque maintenant, en plus d'être laïque, obligatoire et gratuite, l'école est mixte. Donc, où se trouve donc cette vilaine différence? Alors, on va remarquer que la parité n'existe pas partout en politique. Pourquoi? Parce que c'est un univers qui a été créé par les hommes et que l'insertion féminine nécessaire est lente et difficile. Voici quelques chiffres pour imaginer mon propos. Au Parlement européen, 43,2% de femmes en 2014. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Par contre, en France, l'Assemblée nationale, 26,9% de femmes en 2012. Et le pire, au Sénat, en 2014, il y avait seulement 22,3% de femmes. En revanche, l'équipe des ministres du gouvernement comporte 10 femmes et 10 hommes à ce même poste, qui montrent bien l'exemple en matière de parité. Et le monde du travail, alors? Eh bien, des inégalités subsistent au niveau du salaire et de l'embauche, même si cela est illégal. Donc on sait par exemple que dans le secteur privé, il y a 19%, un écart de 19% en faveur des hommes. Les activités financières et d'assurance, 40% d'écart. Et enfin, pour les activités juridiques de gestion d'architecture, 31,1%. Cet écart se retrouve donc dans les retraites, où les femmes ont environ 35% moins payées, sont moins bien payées. Vous trouvez ça normal? Moi non. Et j'en serais une des raisons de l'inégalité homme-femme. Toujours dans le monde du travail, il est important de considérer les différences de parcours professionnel entre hommes et femmes. Lorsqu'elles existent, elles sont liées à la maternité. Alors même si les hommes maintenant sont de plus en plus nombreux derrière la poussette et aux sorties d'école et de crèche, il n'y a pas d'égalité parfaite possible. Donc certaines jeunes mères décident de rester à la maison pour leurs enfants, ce qui est un choix complètement compréhensible. On ne peut pas empêcher les femmes de devenir mères.
et il est naturel de laisser le choix de leur laisser d'arrêter. Il est naturel de leur laisser le choix d'arrêter ces bleus. Mais ce qui est important, c'est de leur laisser l'opportunité, excusez-moi, de pouvoir concilier travail et famille. Ou sinon, de les aider à revenir sur le marché du travail lorsque les enfants s'ouvrent. Maintenant, quelque chose d'important aussi, le quotidien. Que se passe-t-il? Au quotidien, on remarque que dans les médias, les femmes sont sous-représentées. Alors, il y a dans la télévision 20% de femmes dans la fiction, 36% dans les informations et seulement 16% dans le sport. Il y a quelque chose d'important également dans le quotidien, que même moi, jeune fille privilégiée, peux se rendre compte. Ces horribles stéréotypes. Actuellement, les plus grands problèmes des femmes est également les violences auxquelles elles sont confrontées. N'oubliez pas qu'une femme en France meurt sous les coups de son mari tous les 2,7 jours. Tous les 2,7 jours. C'est énorme. Et qu'il y a 84 000 viols par an. Cette égalité homme-femme est quelque chose d'essentiel, dont le concept en France a été accepté par la majorité de la population et qui est maintenant également dans la loi. Mais comme on l'a vu ensemble, elle n'est pas atteinte dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je demande à chacune et chacun d'entre vous de vous mobiliser. De vous mobiliser pour faire changer les choses, les faire avancer. Et cela se fait avec des belles paroles, mais surtout en action quotidienne.